Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde sur le thème des systèmes hybrides ou systèmes multi-énergie. C'est bon? Ok. Donc, je me présente, je m'appelle Khalil Mouad. Je fais partie de l'Institut Smart Grid. Donc, l'Institut Smart Grid, c'est une association qui a été créée dans la région Rhône-Alpes pour accompagner les innovations sur les smart grids, donc les réseaux intelligents, que ce soit réseau électrique, réseau de gaz, réseau de chaleur. Voilà. Et avec moi, donc, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, Dorothée Oliver, moi je suis présidente du groupement régional de la FEDEN. Donc la FEDEN, c'est la Fédération de l'efficacité énergétique et de la chaleur renouvelable. Et Arnaud Sarzac, donc je suis le gérant du bureau d'études Solarsen, qui est une société d'ingénierie spécialisée dans les énergies renouvelables depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Super. Du coup, juste avant de commencer, je vais essayer de redonner une définition de ce que sont les systèmes multi-énergie ou les systèmes hybrides, suivant le nom qu'on peut leur donner. Donc les systèmes multi-énergie dans les bâtiments, c'est des systèmes qui combinent différentes sources d'énergie. Et cela pour répondre à des besoins de chauffage, de refroidissement ou d'électricité. Ces systèmes peuvent également inclure une combinaison de sources conventionnelles et de sources renouvelables, telles que l'électricité du réseau, le gaz naturel, le chauffage solaire, les pompes à chaleur et les chaudières à biomasse, globalement. Je ne sais pas si Dorothée, tu veux compléter. Oui, alors en complétant un peu cette définition, les 500 adhérents de la FEDEN travaillent dans les économies d'énergie, dans la chaleur et le froid renouvelable et de récupération, dans le facility management et dans l'ingénierie de projet. Donc tous nos membres sont agnostiques, c'est-à-dire que quand on propose une solution à nos clients, c'est la solution qui combine la meilleure combinaison possible des énergies dans un contexte donné. Arnaud, tu vois un point à rajouter sur cette définition? Alors, je pense que oui, tu as cité les grandes sources d'énergie qu'on peut mixer, sachant que faire du mix intelligent, parce qu'il y a des solutions effectivement qui perdent de l'intérêt les unes envers les autres quand on va trop loin dans la mixité. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a des solutions qui se marient bien et d'autres qui se marient moins bien. Donc on vous fera la présentation d'une référence qu'on a suivie, donc une installation qu'on a suivie pendant 1 an. Voilà, mais effectivement, quand on parle de mix énergétique, c'est pas je mélange tout ce que je peux mélanger, c'est absolument pas l'idée. Voilà. Et du coup, peut-être une question pour Dorothée. Quels sont les principaux avantages des systèmes justement multi-énergie par rapport au système traditionnel? Alors, ça permet une flexibilité, ça permet une certaine souplesse et ça permet aussi des économies tant en termes de finances qu'en termes d'énergie carbonée, puisque l'idée c'est d'utiliser la meilleure énergie à un moment donné et de faire appel aux autres quand elles sont plus efficaces. Donc c'est vraiment une combinaison fine qui demande du suivi, qui demande du monitoring, qui demande une réflexion en amont, qui demande une connaissance du patrimoine. Et aussi du contexte, puisque selon les territoires, on n'est pas capable de tout proposer en fonction de ce qui est disponible dans un territoire donné. Merci. Peut-être pour illustrer aussi ce système, Arnaud, tu peux nous présenter un projet sur lequel tu as été amené à travailler? Voilà, effectivement. Donc, on va aussi parler de réglementation. Aujourd'hui, faire du 100% gaz, par exemple, on sait que c'est plus possible dans le cadre de la RE 2020, qui est applicable depuis quelques temps maintenant. Donc, il y a nécessité de décarboner un maximum. Donc, à ce niveau-là, aujourd'hui, très très difficile de ne pas proposer d'énergie renouvelable. Donc du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, du bois, de la thermodynamique, enfin des solutions, il en existe un certain nombre. Mais alors toujours couplé avec du gaz, parce que ça reste quand même le gaz, ça reste quand même une solution qui, alors certes n'est pas décarbonée, mais qui permet quand même à moindre coût de produire, de répondre à un besoin. À moindre coût, puisque les installations, le niveau d'investissement des installations qui fonctionnent au gaz est relativement faible, avec un coût d'exploitation qui aussi est assez faible. Par contre,
par contre, énergie carbonée, hein, donc forcément, nécessité d'être aidé. Alors, soit par du solaire thermique, on connaît bien maintenant le couplage solaire thermique avec du gaz. Hein. Ça fait une 40aine d'années qu'on le fait, ça fonctionne très bien. Si c'est bien exploité, évidemment, donc Dorothée parlait de monitoring tout à l'heure, effectivement, il faut qu'il y ait un suivi des installations pour que les exploitants puissent assurer la maintenance derrière de manière efficace. On a vu quelques contre-références, évidemment, avec du solaire thermique, puisque bon, ça reste une solution assez... C'est un peu le parent pauvre des ENR, le solaire thermique. Et donc, un petit peu boudé, avec un niveau de compétence qui n'est pas à la hauteur. Donc, aujourd'hui, on est obligé de se remobiliser sur d'autres types d'énergie, d'autres sources d'énergie renouvelable, et notamment la thermodynamique, hein, donc les pompes à chaleur, on en parle beaucoup en ce moment. Pompes à chaleur parce que c'est beaucoup mieux maîtrisé par les entreprises. C'est pas aussi décarboné que du solaire thermique, puisque le solaire thermique, c'est une énergie qui est clairement renouvelable à 100% et qui ne fait pas appel à quelconque source carbonée. Donc, bon, une pompe à chaleur nécessite d'avoir recours à l'énergie électrique pour fonctionner, évidemment. Cette énergie électrique, selon comment elle est produite, produit un peu de carbone. Donc, en général, bon, on s'accorde à dire que on est à peu près à 79 grammes de CO2 du kilowattheure contre 230 pour le gaz. Donc, on divise quasi par 3 l'empreinte carbone avec des pompes à chaleur. Alors, justement, Khalil, tu disais cette référence, on peut effectivement en parler. Il s'agit, je ne sais pas si ça s'affiche, voilà, il s'agit d'une opération qui avait été réalisée en 2012. Nous, on était maître d'œuvre à cette époque. Pour 49 logements sociaux à Traits. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est basé dans les Bouches-du-Rhône, un petit peu en région aixoise, on va dire. Et on était sur une opération lauréate à l'appel à projet, 100 bâtiments exemplaires, donc avec une vraie volonté du maître d'ouvrage qui est Logirem, hein, qui est un bailleur social, d'aller bien au-delà du cadre RT 2005, puisqu'à l'époque, c'était encore le RT 2005 qui s'appliquait. On parlait de BBC à cette époque. Hein. Le label BBC a disparu au niveau de la RT 2012. Donc, Logirem a fait un réel effort d'investissement, a gagné, a été lauréat d'ailleurs de cet appel à projet, a été subventionné hein, par le département, justement pour améliorer l'enveloppe. Donc on a une enveloppe extrêmement performante avec un système Legno-Bloc. En fait, c'est un mélange béton-bois au niveau de la structure des bâtiments. Et au niveau des équipements, on a du solaire thermique hein, et avec du gaz en relève. Cette installation, on l'a suivie, nous, en tant que maître d'œuvre, pendant 3 ans. Elle a donné d'excellents résultats. Jusqu'à ce qu'en fait il y ait une erreur de maintenance qui a fait que les capteurs ont été détériorés et n'ont pas pu être récupérés. Donc le bailleur social a dû se mobiliser et surtout apporter des réponses à ses locataires parce qu'ils se sont retrouvés avec une augmentation du prix d'énergie, notamment de l'eau chaude sanitaire, qui n'était pas prévue. Et c'est à ce moment-là que GRDF, CGBAT, à aborder ce sujet un peu complexe de la décarbonation et m'a proposé justement de les accompagner pour instrumenter des installations existantes. Il se trouve que le projet qui était visé, qui était prévu, l'opération qui était prévue, n'a pas pu se faire. Donc naturellement, je me suis tourné vers cette opération précise, puisque toutes les conditions étaient réunies pour que l'on puisse arriver à un résultat intéressant. À savoir que, bon, on est sur une enveloppe qui ressemble à ce qu'on peut faire aujourd'hui en RE 2020. On est vraiment sur quelque chose de très proche. Hein. Alors, il faut savoir qu'entre la RT 2005 et la RT 2012, il y a déjà eu moins 20% à peu près sur les consommations d'énergie primaire. Et entre la RT 2012 et la RE 2020 qui s'applique depuis à peu près 2 ans, il y a encore 20%. Bon, donc à un moment donné, on ne pourra pas descendre comme ça, ce n'est pas possible. Mais quelque part, cette opération qui date pourtant de 2012 se rapproche de ce que l'on peut faire aujourd'hui en RE 2020. Ensuite, quand je dis toutes les conditions étaient réunies au niveau de l'enveloppe, très bien,
puisqu'on a suivi pendant 3 ans cette installation, on avait de la matière. Ce que disait Dorothée tout à l'heure, c'est qu'il faut que l'on ait un vrai retour sur le fonctionnement du bâtiment. Et là, en l'occurrence, on avait tellement poussé loin l'instrumentation qu'on avait du besoin au pas de 10 minutes. Donc on savait exactement comment fonctionnait l'installation de chauffage et de production de chaude sanitaire. Ça fait que ça a été très facile pour nous derrière d'implémenter les données dans notre logiciel de simulation thermique dynamique et on a pu affiner le dimensionnement de notre solution. Et d'ailleurs, on verra à l'issue de la période d'instrumentation d'1 an que les résultats sont très très proches de ce que l'on a pu évaluer en théorie. Ensuite, on a eu quand même des freins. Enfin, c'est pas magique, hein. Les freins, c'est quoi? C'est qu'une chaufferie gaz nécessite très 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 peu de puissance en fonctionnement. Donc on était sur un compteur, une puissance souscrite de 12 kVA en monophasé. Hein, et donc 12 kVA en monophasé, ça fait pas beaucoup en puissance de pompe à chaleur. En gros, on est sur des puissances qu'on propose pour des particuliers. On a quand même 49 logements, je rappelle. 49 logements, c'est à peu près, dans ce cas de figure, à peu près 400 000 kWh de consommation par an. Hein. Besoin eau chaude, chauffage confondu. Hein. Donc on se dit, je vais mettre une pompe à chaleur de quelle puissance et ça va donner quoi comme résultat? Alors le gros piège, et je me dis qu'on a eu beaucoup de chance, parce que si on avait eu un contrat, un forfait, une puissance triphasée dès le départ, on aurait commis des vraies erreurs. On aurait commis l'erreur de la surdimensionner, cette pompe à chaleur. Là, quelque part, on était limité, et c'est tant mieux, on prend moins de risques. On était limité par cette puissance. Donc on est venu proposer une pompe à chaleur qui, en puissance absorbée, permettait de ne jamais dépasser la puissance souscrite du compteur, puisqu'on le sait maintenant que les Linky, dès que vous dépassez, ça saute, et c'était pas du tout le but de l'exercice. Hein. Donc on est parti sur une puissance de pompe à chaleur extrêmement faible. En gros, on s'est mis en limite à 10 kVA pour être sûr d'avoir une petite marge de puissance pour alimenter les auxiliaires de la chaufferie. On s'est mis à 10 kVA. Donc une pompe à chaleur de 27 kW. Alors 27 kW pour une chaudière de 170 kW et 49 logements, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec 27 kW? On verra. Bon, je peux commencer d'ailleurs à présenter les premiers résultats. On va aller directement dans le vif du sujet. On va peut-être pas montrer le schéma qui est un petit peu trop complexe. Bon, là, juste pour une parenthèse, effectivement, 2 pompes à chaleur qu'on voit ici sur le voile de la chaufferie. Alors, on est assez éloigné des voisins, hein, parce que ça nous a pas mal aidé. On avait peur que le voisin crie, parce que le voisin, il a peu de pompes à chaleur, on lui met 2 pompes à chaleur, et tout de suite, il entend beaucoup plus. En fait, quand on voit, on entend plus, c'est bizarre comment c'est fait. Bon, là, on est parti sur des pompes à chaleur qui sont traitées sur le plan acoustique, donc on ne les entend absolument pas. Il ne faut pas que ce soit un frein, hein. Juste bien designer la solution pour être sûr que ça ne provoque pas de nuisance pour le voisinage. Ensuite, on avait une chaudière chapée, alors je cite des marques, je ne devrais pas, mais une chaudière au sol de 170 kg à condensation, gaz. Et on avait, alors, la chose hyper intéressante, c'est que si ce site a été retenu, c'est parce qu'on avait, à l'origine de l'opération, de la construction, prévu un ballon qui était relativement conséquent en termes de stockage. Parce qu'on va parler de mix énergétique, mais il ne veut pas y avoir un mix énergétique optimisé sans stockage d'énergie. C'est vraiment 2 choses qu'il ne faut absolument pas décorréler. C'est si je ne peux pas stocker d'énergie, je ne peux pas faire de mix énergétique. Ou alors, pas dans la façon la plus optimum. Là, aujourd'hui, on avait quand même un ballon de 6000 litres qui permettait effectivement d'adjoindre une pompe à chaleur et assurer un bon fonctionnement, une bonne relève entre la pompe à chaleur et le gaz. Voilà pour les conditions. Donc, cette installation, elle a été instrumentée dès le départ, comme je vous disais. Ça a permis de tirer des premiers enseignements sur le fonctionnement de l'installation. Donc, on avait effectivement un stockage avec des sondes qui avaient été immergées dans le ballon. On avait des compteurs d'énergie qui avaient été positionnés sur tous les départs de circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire. On a ajouté un compteur gaz en amont de la chaudière gaz et un compteur d'énergie en aval pour pouvoir mesurer le rendement de la chaudière. Alors, on nous annonce des rendements, souvent en théorie, qui sont proches de 108% sur la condensation. Évidemment, ce n'est pas possible.
Ça, c'est dans un monde merveilleux, mais ça, tout le monde le sait. On est plus proche des 90% que des 108%, en tout cas sur ce qu'on a pu nous mesurer. Et pour les pompes à chaleur, même chose, un compteur électrique en amont, un compteur d'énergie en aval pour calculer le COP des pompes à chaleur. Et encore une fois, les industriels annoncent à juste titre des COP de 4, voire plus parfois, mais dans des conditions laboratoires et qui sont extrêmement favorables. Alors c'est vrai, puisque les COP ils sont certifiés Eurovent, il y a toute une série de laboratoires qui sont certifiés aujourd'hui qui permettent d'attester de ces COP, c'est vrai. Sauf que ce sont des conditions qu'on ne peut jamais ou pratiquement jamais obtenir dans la réalité. Donc on verra que cette campagne d'instrumentation nous a permis de vraiment mettre le doigt sur des rendements réels. Et les résultats sont très bons. Hein. Ils sont très bons parce que, en fait, si on prend le niveau de performance intrinsèque de chaque élément, on peut se dire mais c'est décevant. Mais quand on combine l'ensemble, ça devient extrêmement intéressant. Mais il faut savoir le faire. Donc il faut une vraie ingénierie, il faut vraiment de la matière, il faut vraiment de la donnée pour être sûr de ne pas se tromper sur le dimensionnement et sur le design de l'installation. Et évidemment, cette installation, elle est instrumentée, c'est-à-dire relevée sur un automate avec un serveur distant et on interroge au moment où on veut toutes les données qu'on veut de température, d'index compteur, de débit, de quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un peu un sous-marin l'installation. Alors évidemment, il ne faut pas reproduire ce schéma d'instrumentation sur toutes les installations parce que vous allez vous retrouver avec un coût d'investissement relativement élevé. Mais il faut quand même savoir que ça a été, on a été accompagné par GRDF pour cela, donc financièrement également, et par les industriels qui ont joué le jeu. Alors, donc, en termes de résultats, je rappelle une pompe à chaleur de 27 kW, une chaudière de 170 kW pour 49 logements. La puissance maxi appelée est de 90 kW sur du chauffage et à peu près 120 kW quand on combine chauffage et eau chaude sanitaire. Donc, vous voyez déjà la proportion entre le niveau de puissance de la pompe à chaleur et le niveau de puissance que l'on avait avec la chaudière gaz. Et en termes en tout cas de consommation ou de proportion de consommation, on voit que on est quasiment là aujourd'hui sur ce site à 55 voire 60% de contribution de chauffage et d'eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur. Donc c'est pas rien. On parle de micro-hybridation. C'est exactement comme pour une voiture en fait. Hein. Les voitures hybrides, même si je suis contre l'idée d'hybrider toutes les voitures, mais si on compare, c'est à peu près ça. Vous avez une petite autonomie et une puissance limitée en électricité, et vous avez un moteur essence, un moteur essence ou diesel, peu importe, qui permet lui de porter l'autonomie du véhicule à 800 ou 1000 km. Tout en sachant que si on utilise le véhicule pour des besoins quotidiens sur des petites distances, ça a vraiment du sens effectivement d'investir dans un véhicule hybride. De la même manière, ça a du sens d'investir dans une petite pompe à chaleur avec un niveau de puissance très réduite parce que ça permet de couvrir plus de 50% du besoin. Thermique, ouais. Thermique, en fait, c'est la puissance restituée. En absorbé, on n'a jamais dépassé 10 pour justement éviter de limiter le... Voilà. Mais 27 kW thermique et pour 120 kWh thermique avec le gaz. Donc là, effectivement, on se rend compte de quoi sur ce graphe ? Simplement, le orange, c'est les appels. En tout cas, c'est ce que l'énergie sort de la chaudière. Et en bleu, c'est l'énergie qui sort de la pompe à chaleur. Ce n'est pas la consommation, hein. C'est l'énergie produite par la pompe à chaleur. Dans le bleu, vous avez pratiquement 65% d'énergie renouvelable. Donc l'énergie contenue dans l'air, hein, principe d'une pompe à chaleur RO. Hein, voilà. Et le reste, je ne rentre pas dans les détails. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est autonome à partir du mois d'avril. Hein. Donc effectivement, pourquoi on est autonome à partir du mois d'avril ? Parce que le besoin de chauffage est réduit au minimum et j'ai des meilleurs COP. Donc la PAC, elle sait travailler à 70 degrés pour faire l'eau chaude. Il n'y a aucun souci. Hein. Avec des mauvais COP, mais si on veut décarboner, n'oublions pas l'objectif, on veut décarboner. Si on veut optimiser ensuite la dépense d'énergie en euros pour le propriétaire ou le locataire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais là, on se rend compte d'une deuxième chose aussi, c'est que
l'énergie produite par les pompes à chaleur, elle est réduite vraiment au minimum du minimum en été. Donc on peut déjà se dire qu'il y a trop de puissance thermodynamique. La pompe à chaleur est trop puissante pour répondre aux besoins d'eau chaude sanitaire seule. Donc on a bien fait de mettre 2 pompes à chaleur, simplement il y en a une qui est à l'arrêt, il y a une gestion qui se fait de manière naturelle entre l'enclenchement d'une ou 2 pompes à chaleur, et comme ça on est sûr de ne pas créer de court-cycle sur les pompes à chaleur. Alors voilà, c'est à peu près ça en fait, hein. C'est une autre présentation du graphe précédent, c'est que là on est en pourcentage. Oui, chaudière 38%, pompe à chaleur 62%, pour une puissance de 27 kW, c'est-à-dire un peu plus de 500 watts par logement. Donc il faut garder ces indicateurs-là en tête. Je mets 500 watts par logement, RE 2020, RT 2012, hein. Donc logement, construction récente, hein. Évidemment, si on commence à vouloir équiper une copropriété, on a d'autres sujets pour des copropriétés qui ne sont pas isolées. Là, l'histoire est différente, hein, mais nécessité d'avoir effectivement un retour de consommation et avoir du pas horaire pour voir comment le bâtiment se comporte. Parce que là, on est sur un comportement typique où je n'ai pas besoin de chauffer la journée, quoi, hein. Même quasiment en hiver, il arrive parfois qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours au générateur pour chauffer, hein, dans le sud de la France, hein. C'est ça c'est bien, hein. Alors, c'est un contexte. Là, c'est une installation, encore une fois, nous, on rayonne sur le secteur PACA. Donc, forcément, on est un peu aidé aussi, hein, par le climat. Dès qu'on monte un petit peu plus haut, ces proportions vont peut-être un petit peu changer, hein. D'où la nécessité d'avoir recours à des vrais bureaux d'études spécialisés pour définir le meilleur point de dimensionnement et la meilleure conception. Alors, si on va un petit peu plus loin dans la performance à proprement parler des pompes à chaleur qu'on a proposées, on a décidé donc avec GRDF de s'amuser sur cette installation parce que l'idée c'était de voir comment ça fonctionne et de pousser les installations même dans des plages non optimisées pour voir si on dégradait significativement les performances ou pas. Alors pendant 6 mois, on a laissé les pompes à chaleur fonctionner coûte que coûte, quelles que soient les températures extérieures. Donc il a fait jusqu'à -3, -4, hein. Elle dégivre, hein, simplement, hein, donc c'est de la consommation. Et sans limite de consigne. Donc 70 degrés. Alors évidemment, en hiver, on n'y est jamais allé aux 70 degrés, hein, c'est pas possible, hein. La charge de chauffage est tellement élevée que la pompe à chaleur, elle apporte ce qu'elle peut et c'est ensuite le gaz qui fait le complément. On est sur un système bivalent parallèle. COP 2,61. Alors on peut dire, hein, je suis déçu, on nous annonce des COP de 3, 3,5 avec des pompes à chaleur. Non. Ça, c'est mesuré et c'est bon. C'est très bon, un COP de 2,61 pour une pompe à chaleur. Ensuite, pourquoi le COP il descend alors qu'on arrive proche de la période estivale? Il descend parce que le besoin de chauffage a diminué avec des températures de retour de chauffage basses qui n'étaient plus là. Et on a donc forcé les pompes à chaleur à travailler à haute température. Donc on a vu le COP diminuer. Voilà. Donc, moralité, des fois, une pompe à chaleur, ça fonctionne mieux l'hiver que l'été. C'est normal, puisqu'elle ne fonctionne pas dans les mêmes conditions. En hiver, si je fais du chauffage basse température, elle aura de meilleures performances qu'en été, si je la fais fonctionner constamment à haute température pour répondre aux besoins d'eau chaude sanitaire. Et donc, on s'est dit, on va quand même baisser les consignes. Donc, on les a baissées successivement pour les abaisser à 50 degrés. On a baissé la consigne à 50 degrés. Alors, ce n'est pas tout à fait 50, c'est 55 dans la réalité, dans le ballon, en été, tout l'été. Et là, effectivement, COP 4,1. Donc, on arrive aux valeurs certifiées des industriels. Typiquement, vous prenez la matrice des COP des industriels, ils communiquent sur des COP de 4, c'est vérifié. On a bien un COP de 4. Mais l'idée de faire de l'eau chaude à 50 degrés, moi personnellement, elle ne me plaît pas parce que l'idée première est de décarboner. Donc il faut absolument décarboner. Si on veut décarboner, il faut que la pompe à chaleur, elle travaille le plus longtemps possible pour éviter d'avoir recours au gaz. Donc on a remonté la consigne à 60 degrés, sachant qu'on a considéré que c'était un optimum. Et là, on obtient un COP moyen sur l'automne et la première partie de l'hiver de 3. Donc là, il faut se satisfaire de ce niveau de performance. Alors,
Au niveau rendement chaudière, je vous parlais tout à l'heure, après je fais vite, les industriels aussi annoncent des COP qui sont relativement intéressants, des niveaux de rendement relativement intéressants. Souvent, c'est donné pour une température de sortie de 35 degrés, mais sauf que si je fais de l'eau chaude à 60 degrés, ma chaudière, elle ne fonctionnera jamais à 35 degrés. Donc, je ne peux pas obtenir des rendements de 108%. Là, sur ce cas particulier, nous avons mesuré un rendement moyen sur l'année de 90%. Pour préciser, et les exploitants pourront vous le dire, il m'est arrivé de mesurer des rendements de 15%. Avec des énormes chaudières, du coup surdimensionnées pour l'eau chaude sanitaire, des conceptions de type instantané qui n'aident pas non plus, et des chaudières qui travaillent en court cycle, en relance permanente, sur des besoins très faibles, avec des rendements catastrophiques. Donc la première chose à faire, c'est de retravailler ou sur du stockage ou sur de la réduction de puissance. Voilà. Il faut faire les choses dans l'ordre. Ça, c'est trop... Ah oui, alors effectivement, je vais introduire peut-être, Dorothée, des choses qui te concernent aussi. On parle de performance, on parle de décarbonation, mais l'équation, elle est un petit peu plus complexe que ça. Maintenant, si on regarde combien ça coûte l'énergie électrique et l'énergie gaz et qu'on compare les deux tarifs d'énergie, alors on sait que le gaz est en train de retomber après être monté à un niveau extrêmement élevé. L'électricité, lui, alors on a du mal on spécule, mais on a du mal à se projeter quand même. Aujourd'hui, on s'entend sur 220 € le mégawattheure en gaz. Et pour le cas, en tout cas, que nous, on a expérimenté, donc le projet que je viens de vous présenter, le bailleur social est mal tombé, puisqu'il a acheté l'énergie électrique quand c'était le plus cher à 732 € le mégawattheure. Souvenez-vous, on est même parfois monté à plus de 1000. Donc évidemment, dans ces conditions, mettre une pompe à chaleur, c'est une assez mauvaise idée. En tout cas, pour réduire la facture d'énergie. Donc, d'un point de vue de la décarbonation, évidemment, c'est extrêmement intéressant. D'un point de vue réglementaire, on n'a pas le choix. Ou on met du solaire thermique, ou on met du photovoltaïque pour compenser quoi? Pour compenser la consommation de ventilateurs, d'extracteurs, d'éclairage, d'ascenseurs. Ça ne va pas chercher bien loin. Ou on met une pompe à chaleur électrique, éventuellement aidée avec des capteurs photovoltaïques. C'est ce qu'on va faire sur cette opération précise, puisque en 2025, on va plus loin. On va mettre en place des capteurs solaires photovoltaïques pour compenser à peu près 30% de la consommation des compresseurs des packs, pour augmenter les COP et donc réduire la consommation d'électricité. Là, si on fait un bref calcul, avec un COP de 3, si mon énergie électrique coûte 3 fois plus cher que le gaz, je neutralise mon bilan économique. Alors j'ai répondu à la problématique du réchauffement climatique, donc de la décarbonation. J'ai répondu à la problématique de l'usure prématurée des chaudières, puisque là, pour le coup, 6 mois de l'année, elle est aidée par une pompe à chaleur. Donc, en gros, vous multipliez par 2 la durée de vie de la chaudière. Mais on n'a pas encore répondu à la problématique liée à la dépense d'énergie. Je sais que les Français, ils veulent du pouvoir d'achat. Ça fait partie des choses numéro 1, là. Qu'est-ce que vous attendez pour les années du pouvoir d'achat? Ils veulent du pouvoir d'achat. Alors, effectivement, le prix de l'énergie électrique, c'est le point d'entrée dans l'équation. Il faut à ce moment-là qu'on réussisse à équilibrer le bilan en termes de dimensionnement et de consommation d'électricité. Et peut-être qu'on pourra, et c'est ce qu'il faudra faire à terme, décider en fonction du tarif de l'énergie électrique, puisqu'aujourd'hui il existe des formules de tarification. Alors là, c'est pas moi, mais c'est plutôt toi qui pourras le dire. Heure creuse, heure pleine, heure de pointe, été, hiver. Bon, à ce moment-là, quand l'énergie électrique est la plus chère, on efface le fonctionnement de la pompe à chaleur et à ce moment-là, c'est le gaz qui fait le job. Ça, c'est tout à fait envisageable et c'est extrêmement simple à faire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors, problème avec ma tablette. Maintenant, d'un point de vue de la décarbonation, ça fait beaucoup de graphiques, je vais aller à la conclusion. En gros, sur ce site, c'est à peu près 1 tonne d'économie de CO2 par semaine. Dans ces proportions-là de dimensionnement, avec une PAC de 27 kg pour 49 logements, c'est 1 tonne par semaine. C'est pas rien quand même. Si je veux comparer, par exemple, avec du solaire thermique, je vous le rappelle, cette installation,
initialement, elle était équipée de capteurs solaires thermiques. Ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien. On allait chercher 40 000 kWh d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, avec la pompe à chaleur, en ENR, on va en chercher quasiment 2 fois plus. Avec effectivement une compensation, on vient consommer d'énergie électrique pour aller chercher ces 70 000 kWh d'énergie renouvelable. Mais on a quand même été tiré 70 000 kWh gratuits dans l'air. Bon, donc c'est vrai que je dirais à investissement équivalent hors aide, parce que ça change tout le temps hein, en France. Hein. Alors, le solaire thermique est aidé, mais les pompes à chaleur, ça va peut-être l'être aussi. Hors aide, il est plus intéressant de décarboner avec de la thermodynamique, avec des pompes à chaleur, de la micro-hybridation qu'avec du solaire thermique. Voilà. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut tout à fait mixer, ça fonctionne très bien. Mais comme je vous disais, attention à ne pas aller trop loin dans la mixité. Il faut quand même faire attention en termes de conception et de dimensionnement, à ce que les différentes sources, elles ne viennent pas créer de conflits et étouffer l'une étouffer l'autre. Voilà. Bon, ça, c'est la conception. Voilà. Alors, j'en ai, moi, terminé personnellement pour la présentation. Je ne sais pas, Khalid, tu veux peut-être reprendre la main. Ouais. Dorothée, tu as des choses à dire? Juste avant de poser ma question à Dorothée, j'avais quand même une question pour toi. On a bien compris que pour ce genre de projet, il faut identifier quel est le réel besoin. Là, en l'occurrence, c'était de la décarbonation, si j'ai bien compris. Pardon. Ceci dit, quels sont les éléments de complexité que tu as trouvés sur ce projet-là en particulier? Alors, sur ce projet en particulier, comme je vous disais, déjà, toutes les conditions étaient réunies, ou presque, pour que ça puisse bien fonctionner. On était éloigné du voisinage, on avait de la place en chaufferie, on a tout ce qu'il fallait. On avait juste, en termes de complexité, alors si on peut parler de complexité, on était juste limité par la puissance souscrite du compteur. Et ça va être le cas 90% du temps. Vous allez arriver dans une résidence, enfin, vous allez vouloir équiper une résidence. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux mettre comme puissance de pompe à chaleur? Donc, je vais voir le compteur Linky, je descends, je regarde si c'est sur les services généraux et qu'il y a 12 kVA, vous allez être fortement limité par la puissance que vous allez pouvoir installer. Donc, fortement limité par, non pas la performance, parce que moins je mets de puissance, plus c'est performant, forcément. Mais là, si vous voulez vraiment décarboner et atteindre des objectifs, par exemple dans le cadre du décret tertiaire, on le connaît maintenant, hein, c'est moins 40% en 2030, je crois, donc c'est pas rien. Ben, il va peut-être falloir envisager de prévoir un raccordement supplémentaire. Voilà. Okay. Donc ça, c'est peut-être un frein. Merci beaucoup. Et alors pour Dorothée, du coup, de manière plus large, justement, aujourd'hui, c'est quoi les défis où est la complexité justement de déploiement massif de ce genre de solutions? Alors Arnaud l'a très bien dit, hein, la première complexité, c'est la volatilité du prix des énergies. Donc il y a des systèmes techniques qui permettent d'y remédier, mais ça c'est clair, personne n'a de boule de cristal, personne avait prévu ce qui s'est passé dans les dernières années, et c'était vraiment une nouveauté pour tous les gens qui travaillaient dans ces domaines-là. Donc on a vraiment un sujet sur le prix, la volatilité. La disponibilité des ENR aussi. Hein. Là, on est dans le sud de la France. Ce qui est valable là est évidemment pas valable ailleurs. On a un deuxième gros sujet, c'est la méconnaissance parfois du patrimoine bâti qui n'incite pas à aller dans les bonnes solutions. Donc, on ne peut que suggérer à tous les propriétaires de faire réaliser un audit hyper précis de leur bâtiment et un audit global. On a parlé, c'est un bâtiment récent à Traite avec une isolation performante. Ça, c'est à réfléchir. Il y a une trajectoire globale à réfléchir, même si toutes les actions ne sont pas lancées en même temps. Et donc le troisième frein, c'est effectivement le contexte des territoires, de chacun des territoires, et ils sont très divers en France, pour choisir la meilleure énergie. Et côté FEDEN, du coup, comment vous voyez l'évolution du marché sur ce type de solution dans le futur ? Alors, on le voit très positivement. Donc, à la FEDEN, nous avons beaucoup de nos adhérents qui travaillent et exploitent des réseaux de chaleur
de récupération renouvelable depuis très longtemps. Finalement, c'était l'un des premiers systèmes hybrides, hein, parce que au gaz ou au fuel, parce qu'on en a encore avec du fuel dans certains endroits, on venait utiliser de la biomasse. On a parfois même 3 énergies, fuel, biomasse et gaz sur certains de nos réseaux de chaleur. Donc, réseau de chaleur, c'est la première chose à regarder, c'est est-ce qu'on est dans un territoire où on peut se raccorder à un réseau de chaleur. La deuxième, il faut aller regarder, est-ce qu'on a de la géothermie. Et sur le réseau de chaleur, je vais même aller plus loin, c'est est-ce qu'on a moyen pour ce réseau de chaleur d'aller récupérer de la chaleur fatale, et notamment dans des industries qui pourraient être à proximité. Donc on est vraiment dans un système global. Donc géothermie, la PAC, la biomasse. De façon plus générale, c'est important d'aller réfléchir de façon globale, et pour ça, un contrat de performance énergétique nous paraît très très adapté à ces genres de sujets. Donc, qui dit contrat de performance énergétique dit aussi forcément monitoring et donc digitalisation. Et enfin, il faut évidemment accompagner les territoires et les usagers sur ces projets qui sont systémiques, et l'usager fait bien partie du système. Une dernière petite question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions qui sont en cours pour engager, pour sensibiliser les gens à l'utilisation de ce type de solution, à l'implémentation de ce type de solution? Alors, on voit que déjà au niveau de l'État, il y a un système qui est incitatif, hein, parce qu'on a un certain nombre de subventions et d'aides que nous pouvons mobiliser pour tous ces sujets. On voit aussi que le système il devient aussi coercitif, hein. On a parlé du réglementaire, on a parlé des décrets tertiaires, BAX, mais pour un bailleur particulier, même si c'est en train de changer, ou en tout cas en discussion, des logements des PE-F ne seront plus louables en 2025 au stade. Donc on a ce système coercitif qui évidemment se couple au système incitatif. Et enfin, il y a ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller dans les territoires pour parler des sujets, pour faire des retours d'expérience, pour essayer d'emmener le maximum de personnes vers ces solutions, et ne pas négliger non plus les accompagnements des usagers. D'ailleurs, ça, Arnaud, c'est une question pour toi. C'est Atretz, donc c'est un bailleur social qui est Logirem. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les usagers aussi soient partie prenante de ce projet? Alors, je ne suis pas sûr que les usagers étaient informés de la modification de leur chaufferie. Il fallait trouver une solution pour répondre à... Parce que les bailleurs sociaux ont un devoir, en fait, hein, vis-à-vis de leurs locataires, quand même. Hein. Ils doivent une stabilité de fonctionnement, un coût d'énergie le plus faible possible. Donc, oui, ils ont été informés, les locataires ont été informés, effectivement, qu'une solution, entre guillemets, performante allait être allait être proposée justement pour limiter la dépense, puisqu'ils se sont rendus compte, effectivement, qu'après la dépose de l'installation solaire qui produisait quand même pas loin de 40 000 kWh, donc ça devait représenter entre 100 et 150 euros de coût de charge de chauffage et d'eau chaude sanitaire par an à peu près. Ils se sont bien rendus compte que leur charge avait augmenté. Donc le bailleur a communiqué sur effectivement la mise en place de cette solution. Alors ça a mis un certain temps, mais ça s'est fait en un temps record, j'ai envie de dire. En moins d'1 an, on a réussi à trouver le site, à étudier, consulter, réaliser, et donc avec le résultat qu'on connaît. Donc les locataires n'ont pas vraiment le pouvoir de décider des solutions qui sont les bonnes, mais en tout cas, le bailleur social a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour faire en sorte que le locataire ait le moins à souffrir de l'augmentation du tarif de l'énergie. Voilà. On est arrivé au bout de la présentation. S'il y a des questions dans l'Assemblée, on est là pour y répondre. Bonjour, merci. Je voulais savoir quel aurait été le dimensionnement de la PAC si vous n'aviez pas été contraint par les 10 kVA. Bah non, mais je me serais simplement trompé, hein. Donc le dimensionnement, en fait, c'est une expérimentation. C'est un cobaye.
Je le dis clairement. Je pense que je serais parti sur des bonnes vieilles règles de l'époque. Donc en fait, on a un rapport de 1 pour 2, c'est-à-dire 30% de puissance pour 60% de taux de couverture, 40% pour 80% de taux de couverture, etc. Donc on se serait dit, on veut décarboner à quelle hauteur? Ben, on veut décarboner à 80%. J'aurais mis 40% de puissance. Et dans les faits, je me serais trompé, puisqu'on sait que ce n'est pas un rapport de 1 pour 2, mais ça va bien au-delà. Puisque avec 20, à peu près allez, 30% de puissance, un peu moins, on arrive, enfin 25% de puissance, parce que c'est 27 kg pour 120 kW de puissance appelée, on arrive à 62% de contribution PAC. Donc sincèrement, j'aurais proposé certes une puissance peut-être un petit peu plus élevée, mais clairement je me serais trompé. Donc pensez micro-hybridation. Je pense que la règle idéale, c'est de se dire, il faut qu'on décarbone d'au moins 50%. Et c'est par la décarbonation qu'il faut concevoir l'installation et la dimensionner. Voilà. Plus de questions? Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.